Alors bonjour à tous, je suis très content d'être là, je remercie beaucoup mon amie, ancienne co-encadrante de mon PhD, mais qui est une amie maintenant, Maria Capovi, là, pour l'invitation, évidemment ceux qui organisent l'association Côte d'Azur et tous les gens qui ont participé à organiser cette journée. Donc moi je m'appelle Arnaud Fernandez, je suis pédiatre et pédopsychiatre, j'exerce en tant que pédopsychiatre maintenant depuis quelques années, donc je suis à Lanval, je suis maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Et je m'occupe particulièrement d'une équipe qui s'appelle le Centre expert du psychotraumatisme pédiatrique, qui est une équipe que je coordonne. Elle est dirigée par le professeur Florence Askenazi et elle existe depuis le 1er janvier 2017, dans les suites de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice. Et dans ce cadre-là, on a pris en charge plusieurs centaines d'enfants exposés à cet événement. Je pense qu'ils étaient 3000, les enfants, ce soir-là, sur la promenade des Anglais, parmi les 30 000 témoins. Et on a vu plusieurs centaines, je crois 700 ou 800 enfants qui ont été exposés directement ou indirectement à cet événement il y a maintenant plus de 8 ans. Et on continue à les prendre en charge et on continue à avoir des nouvelles demandes de consultation 8 ans plus tard pour des enfants qui maintenant ont grandi, évidemment, mais qui ont été exposés à cet événement. Alors, le psychotraumatisme, évidemment, ce n'est pas que les événements de violence de masse, les catastrophes collectives, les événements climatiques graves, les pandémies, les guerres, parce qu'il y a tout ça en même temps en ce moment. C'est aussi des traumatismes individuels, c'est ce qui se passe dans la famille, c'est ce qui se passe tous les jours, en fait. Et on va essayer de différencier un petit peu tout ça et de voir ce que c'est le psychotraumatisme. C'est un spectre assez large d'événements qui peuvent arriver et se présenter dans la vie d'un individu. Alors on va parler d'enfants, moi je suis pédopsie, donc on va parler des enfants, mais évidemment l'enfant dans sa famille, ça c'est très important. Et je précise, parce que c'est une conférence grand public, si certains sont... Il n'y a pas de contenu qui est trop heurtant, mais on va quand même parler de choses qui sont difficiles, chacun a son propre vécu. Voilà, que tout le monde se sente libre si à un moment donné de la conférence c'est quelque chose qui lui semble avoir un écho difficile, de recevoir à ce moment-là un coup de fil hyper important et de s'absenter sans problème, de rentrer et de venir dans la salle sans aucun souci. On parle quand même de psychotrauma, c'est mieux de l'avoir en tête. Alors, je vais essayer de... Voilà, 30 minutes à peu près, hein, c'est ça ? Petite demi-heure, voilà. Je vais pas suivre parfaitement le support. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on parle de la même chose avant de parler comment répondre, quelles sont les... Parce qu'il y a des mauvaises nouvelles dans le psychotrauma, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Et c'est un trouble, l'impact du psychotrauma qui se soigne, puis c'est une pathologie de la mémoire. Et de la mémoire et du corps, hein, c'est vraiment ça l'enjeu du psychotraumatisme. Alors, on verra qu'il y a des interactions avec le développement de l'enfant, qu'il y a des interactions avec les capacités de l'enfant à être en sécurité dans sa famille, dans son environnement, mais c'est quand même une affaire de mémoire et on a, et ça c'est peut-être un peu nouveau en pédopsychiatrie, nouveau c'est quelques décennies, mais enfin à l'échelle de la médecine c'est récent, la possibilité d'entraîner des rétablissements durables. Et ça c'est pas le cas dans certaines maladies mentales que je traite par exemple. Quand je m'occupe d'enfants qui ont des schizophrénies à début précoce, on est face à des troubles qui évoluent vie entière et qui vont avoir un autre impact. Là, la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut bénéficier d'interventions qui sont résilientes et qui favorisent le rétablissement. Alors, voilà, c'est ce que je viens de dire. On va parler de... Je tiens beaucoup à la notion d'événement potentiellement traumatique parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer que quand on a vécu un événement potentiellement traumatique, on est forcément psychotraumatisé. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, il y a des événements qui sont plus traumatogènes que d'autres. Je prends l'exemple de quand on est exposé à un attentat terroriste, on a un risque de développer des complications qui est supérieur à celui qu'on va voir quand on est exposé, par exemple, à une catastrophe naturelle. Pour quelle raison ? Déjà parce qu'un des deux événements, il y a une intentionnalité humaine, alors que dans l'autre des événements, il y a un côté plus aléatoire et plus imprévu. Donc, mais dans les deux cas, il n'y a aucune prévision qui aboutirait à une complication dans 100% des cas. Donc tout événement, aussi traumatique soit-il, n'est que potentiellement traumatique. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand un enfant a été exposé à un événement, la question de savoir s'il doit bénéficier de soins spécifiques ou pas dépend d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas obligatoires. Et ça, je le détaillerai un petit peu plus tard, mais c'est important de l'avoir en tête. Alors voilà, on décrira un peu tout ça. Peut-être que le lien avec le neurodéveloppement, je passerai un peu rapidement.
mais c'est intéressant de savoir les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement comme un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme, quel est le lien avec le psychotraumatisme. Et on verra que le lien il est bidirectionnel, et dans les deux sens, on verra tout à l'heure. Et donc je commence par définir vraiment ce que c'est que le psychotraumatisme. Le psychotraumatisme, pour qu'on parle de la même chose, on parle d'une blessure. Voilà. Et ça c'est très important puisque pendant des années, quand on était exposé par exemple à un attentat et qu'on avait affaire à un fonds de garantie, c'était facile de faire indemniser une fracture du fémur, parce que y a des radios, il y a des soins, c'est tout à fait objectivable. Mais un psychotraumatisme, c'était beaucoup plus difficile de l'objectiver. Or, on a montré, et ça c'est des travaux qu'on a fait depuis plusieurs années sur Nice et qui ont été publiés, qui sont accessibles sur PubMed ou sur d'autres moteurs de recherche, on a montré que ce qui va prédire le risque de développer le trouble de stress post-traumatique, j'en parlerai juste après, c'est une des complications du psychotrauma, mais finalement c'est la peur subjective. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du 14 juillet 2016, on a des enfants qui étaient sur le trottoir d'en face et qui ont eu une exposition avec des séquelles qui étaient X, et on a des enfants qui étaient 2 km plus loin confinés et qui ont eu une exposition et un impact 10 fois supérieur, parce que la peur subjective qui a été véhiculée à ce moment-là dans leurs conditions était supérieure. Et ça, quand vous avez affaire à des experts, à des fonds de garantie, à des choses comme ça, on mesure au trottoir près là où vous étiez pour vous indemniser, et c'est quelque chose qui doit évoluer. Je dis ça, mais ce n'est pas une critique envers la médecine expertale et les fonds de garantie, parce qu'il y a quand même une évolution. Le trouble de stress post-traumatique est reconnu, et les gens, et la dimension blessure du psychotraumatisme est maintenant admise. Mais c'est de ça dont on parle, vraiment d'une blessure. En grec, trauma, c'est la rupture de la continuité. Alors, les événements potentiellement traumatiques dont on va parler, moi j'aime bien les classer de la manière suivante. On s'attarde beaucoup sur les événements collectifs, évidemment, donc on travaille dans des réseaux européens avec les collègues de Barcelone, de Manchester, de Paris, évidemment, en France. Vous imaginez bien à chaque fois à quels événements je fais référence, souvent des événements qui sont très médiatisés, les attentats. Ça peut être aussi l'affaire d'AZF à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Ça peut être aussi des tremblements de terre chez nos voisins. Il y en a eu en Turquie, il y en a eu au Maroc, enfin, des événements comme ça, c'est des événements collectifs. Là, c'est une société qui fait face à un événement. Et ça a une dimension très importante puisque ça impacte beaucoup de personnes. C'est très médiatisé, mais ça a aussi des mécanismes de réparation propres. Puisque quand une communauté est impactée, la réponse, elle peut être aussi communautaire. Et une communauté de personnes peut faire beaucoup de choses pour le rétablissement, parfois plus que les médecins et les psychologues. Et donc finalement, les événements collectifs, ils ont leur propre histoire et leur propre réponse. Alors moi j'illustrerai beaucoup évidemment avec les deux événements dont je me suis occupé ces dernières années, c'est l'attentat terroriste du 14/7, j'en ai parlé. C'est aussi la tempête Alex, pour ceux qui s'en rappellent, c'était en octobre 2020, l'année de la pandémie. C'est cette tempête qui a ravagé tout l'arrière-pays. On a pris en charge à peu près 250 enfants qui ont été exposés. Tempête Alex, oui. Et donc on a des données aussi sur ça, des données qui ont été publiées. Et puis il y a eu aussi l'attentat de la basilique de Notre-Dame un petit peu plus tard, donc sur Nice on a quand même eu tout ça, et en contexte évidemment de pandémie, d'anxiété climatique et puis maintenant de guerre aussi, puisqu'on travaille avec la région sur une aide aux réfugiés ukrainiens. On a un protocole en cours là, avec une faculté de psychologie à Kiev. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'événements collectifs qu'on est amené à prendre en charge, mais n'oublions pas que les catastrophes elles peuvent être aussi individuelles, et qu'on voit de plus en plus d'enfants maintenant, c'est l'essentiel de nos demandes, pour des agressions, pour des agressions donc physiques, sexuelles, des accidents de la route notamment, et que beaucoup d'événements comme ça peuvent être bouleversants et entraîner des ruptures. Donc les événements individuels sont aussi à prendre en compte. Une autre façon de les distinguer, pour ce dont on va discuter là dans un instant, c'est si l'événement était intentionnel ou non intentionnel, c'est tout à fait différent. Alors, même si une catastrophe climatique, on peut y voir une dimension intentionnelle avec l'effet de l'homme sur le réchauffement climatique, l'industrialisation, les émissions de CO2, etc., je dirais que c'est quand même moins intentionnel que quand vous avez affaire à un terroriste directement, ou à quelqu'un qui vous agresse. Et cette dimension intentionnelle, elle est très traumatogène. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, quand vous êtes agressé par un autre être humain, ça a tendance à entraîner un sentiment que le monde est dangereux, ça vous isole. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'on cherche à rétablir. C'est le lien social, la première micro-société, c'est la famille. Et on sait qu'on a besoin de ce support-là, le support familial, le support social. Et quand l'événement est intentionnel, il y a des biais cognitifs qui sont induits, notamment que le monde est dangereux ou que tout le monde est mauvais. Et ça, c'est des choses qu'on traite en psychothérapie, parce que sinon, ce sont des obstacles aux soins.
Donc on est particulièrement vigilant à l'impact des événements intentionnels. Et puis enfin, on a les événements uniques qui surviennent, on va le voir juste après dans la classification des psychotraumatismes, qu'on oppose aux événements répétés ou cumulatifs. On s'est occupé de familles qui avaient été par exemple au Bataclan et sur la promenade des Anglais et dont la maison a été détruite à la tempête Alex. Voilà. Donc c'est des gens, ça c'est particulièrement exceptionnel, mais c'est des gens qui ont un parcours comme ça d'événements dramatiques cumulatifs. Et évidemment, on ne prend pas en charge des gens impactés de manière cumulative avec des événements de la même manière que les événements uniques. Alors, pour faire un tout petit peu de classification, mais c'est important, on doit cette classification à Léonore Terre, qui est une prof de psychiatrie américaine et, en Californie, et à qui on doit cette classification qui sévit toujours à l'heure actuelle, qui est finalement assez intéressante, un petit peu caricaturale parce qu'il y a des formes intermédiaires, mais qui oppose les traumatismes de type 1 aux traumatismes de type 2. Et quand on parle de ça, tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc les traumatismes de type 1, c'est quand je suis exposé à un événement unique, alors que j'avais aucun trouble du neurodéveloppement et que j'ai un attachement sécure. Voilà, donc je vais dans une famille qui va bien, avec des parents qui vont bien, je me développe normalement et je suis exposé à un seul événement unique. Ça, c'est le traumatisme de type 1, et vous imaginez qu'on ne le soigne pas de la même manière que les traumatismes de type 2, qui vont être plutôt des expositions précoces, répétées, qui vont impacter la façon dont je me développe, avec des impacts développementaux, et qui vont fragiliser le lien que j'ai envers les adultes, qui vont fragiliser la confiance que j'accorde aux adultes, qui vont fragiliser tout ça. C'est typiquement la maltraitance ou l'inceste. Ça peut être aussi le harcèlement. Et ça ne se soigne pas de la même manière. Alors, Solomon et Hyde sont deux docteurs en psychologie en Floride du Sud, je crois, qui ont apporté une précision à la classification. En fait, elles ont décrit un 2+, voilà, mais qu'on peut considérer comme un type 2. C'est les événements de type 3, c'est pour expliquer les événements particulièrement terribles, comme la traite des êtres humains, voilà, la prostitution forcée, l'esclavagisme. Toutes ces situations qu'on prend en charge, nous, à Nice, sur le centre expert, notamment avec les populations de jeunes mineurs non accompagnés, comme on les appelle sur le plan administratif, et qui ont des parcours migratoires absolument terribles, qui ont souvent été torturés en Libye, et qui se retrouvent ici dans des conditions difficiles, mineurs, isolés, avec un droit international qui n'est pas souvent respecté. Et donc, c'est des traumatismes de type 3. Voilà. Mais finalement, les deux premiers types sont importants. Et alors, si on écoute les travaux de Judith Herman, qui est une auteure majeure sur le sujet, puisqu'elle est à l'origine, elle a la paternité du concept de trauma complexe, finalement, tout ce qui n'est pas un traumatisme de type 1, donc les 2 et 3, pourrait se résumer sous le terme de trauma complexe. Le mot complexe pour les traumatismes, il est important, puisqu'il a modifié les classifications internationales des maladies. Pour vous donner une idée, dans la CIM 11, donc la classification de l'OMS, qui est en vigueur dans les hôpitaux, enfin dans les hôpitaux c'est encore la CIM 10 parce qu'on est un peu en retard dans les hôpitaux, mais depuis 2022, il y a la 11e version de la classification internationale des maladies, introduit pour la première fois la notion de trouble de stress post-traumatique complexe. Et c'est grâce aux travaux d'Herman depuis 30 ans qu'on a cette notion-là. Elle a d'ailleurs fait un livre grand public, qui est Trauma and Recovery, qui est un livre absolument remarquable et qui introduit cette notion de complexité. Alors, précision quand même, trauma simple ne veut pas dire trauma léger. Parce que si vous vivez un accident de voiture dramatique où vous perdez 3 membres de votre famille, c'est un événement unique, c'est quelqu'un qui n'a pas de trouble du développement, et avec un attachement sécure, vous êtes dans les traumatismes de type 1, mais vous pouvez avoir un événement qui est absolument grave et bouleversant, mais vous restez dans les traumas simples. Ça ne présage pas de l'intensité, la notion de simple ou complexe. Donc si on s'attarde un petit peu sur les conséquences des traumatismes simples à présent, il faut, pour savoir quand on fait face à un événement, savoir comment on y répond à cet événement. Et en fait, chez les mammifères supérieurs, on a 3 façons de répondre à un événement, à une situation qui est traumatique. En fait, c'est le principe du fight, flight or freeze. Et ça, c'est quelque chose que moi je recherche dans mes consultations, même quand l'événement a eu lieu il y a des années. J'essaie toujours de rechercher comment la personne a répondu. C'est-à-dire, en gros, il y a 2 façons de répondre de manière adaptée dans les premières heures. C'est ce qu'on appelle le stress adapté. C'est soit je m'enfuis, soit je lutte, je me bagarre, je réponds je déploie de l'agressivité. Voilà. Ça, c'est à peu près normal. C'est coûteux pour l'organisme, mais on a des hormones, du stress, on a des choses qui nous permettent d'activer tout ça. Ce qui est plutôt embêtant et ce qui est en général un facteur de mauvais pronostic, c'est quand je me fige. Quand je me gèle, freeze, c'est quand je ne bouge plus. Et ça témoigne souvent d'un stress aigu dépassé, ces mécanismes physiologiques qui sont complexes.
Et c'est souvent suspect de dissociation. La dissociation, je vais en dire un petit mot après, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, il s'agit de l'employer à bon escient. Mais si j'en parle ici, c'est parce que c'est un facteur de mauvais pronostic. Et c'est pas que chez les humains. Un jour, j'étais en voiture avec mon épouse, qui est quelqu'un qui s'occupe de beaucoup des animaux, et on est vers Garibaldi, et en plein milieu de la route, il y a une mouette qui est au milieu de la route, et tout le monde klaxonne, les voitures peuvent pas bouger, elles ne bougent pas. Donc mon épouse descend de la voiture, elle va voir ce qui se passe, et elle pense qu'elle a une aile fracturée ou qu'il y a un souci, parce qu'elle ne bouge pas. Elle l'examine, elle est médecin aussi, mais bon, elle n'est pas vétérinaire, mais enfin bon, elle fait un examen rudimentaire, et elle voit que l'aile n'est pas cassée, qu'il n'y a rien de spécial, et qu'il y a juste le cœur qui va un peu plus vite que la normale. Chez les oiseaux, c'est dangereux, parce qu'ils sont très fragiles à ce niveau-là. Et donc elle le récupère dans la voiture, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et finalement, donc, elle met en évidence aucune lésion, a priori, le temps passe, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de... elle ne bougeait pas. Et puis on se rapproche de la plage, elle reprend ses esprits, puis à un moment donné, elle va revenir comme ça, se remettre à avoir elle était complètement figée, une attitude un petit peu normale, puis elle va s'envoler. Elle va partir, et puis on n'a plus de nouvelles depuis. Mais je pense qu'elle était en état de dissociation. Et qu'elle a été, je pense qu'il y a une voiture qui a dû piler juste avant, elle était traumatisée, et elle a eu une réaction, une dissociation péritraumatique, et donc elle est à risque de développer un trouble de stress post-traumatique, si tant est que ça existe chez les mouettes, ça j'en suis pas sûr. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les réponses, et ce qui est important dans la réponse au psychotraumatisme, c'est la temporalité. C'est la temporalité. On ne répondra pas de la même manière si l'événement s'est passé la veille, la semaine dernière ou le mois dernier. Et ça c'est très important, parce qu'il faut donner un peu de temps dans ce genre d'histoire. Alors, de manière très schématique, je vous ai parlé des premières heures. Le fight, flight ou freeze, c'est les premières heures. C'est comment j'ai répondu immédiatement. Et ça, pour le 14 juillet, c'était très classique. C'est-à-dire que pour le 14 juillet, on a des gens qui étaient hyper actifs, qui sont allés chercher des draps pour recouvrir les personnes, qui sont allés prendre des identités de partout, qui étaient dans une action permanente. Voilà. On a des gens qui n'ont pas bougé, qui ont vu la scène comme si c'était depuis un hélicoptère, complètement dissociés. Et puis on a des gens qui se sont enfuis très très loin. Ça a pu générer derrière de la culpabilité, mais en tout cas qui ont voulu sauver leur peau, qui ont sauté sur la plage ou qui sont partis se cacher dans les commerces, derrière des boîtes de chaussures, etc. Et donc on a vraiment vu les trois types de réactions après l'attentat du 14 juillet. Derrière, on a ce qu'on appelle les troubles post-immédiats, c'est-à-dire dans les premiers jours, donc on va considérer les 72 premières heures comme étant la réaction immédiate, et à partir du 4e jour jusqu'au 1er mois, on va avoir des réactions qui peuvent être soit transitoires, soit on peut développer un premier trouble qu'on appelle le trouble de stress aigu, qu'on appelle le TSA. Alors rien à voir avec le trouble du spectre de l'autisme, mais ça s'appelle aussi le TSA. Et ça, c'est une entité, bon, elle est débattue actuellement, puisqu'elle n'est pas tout à fait prédictrice de ceux qui vont développer un trouble de stress post-traumatique, mais enfin, c'est quand même des patients qu'on voit. Et enfin, dernière notion à retenir, après 1 mois, on parlera du trouble de stress post-traumatique, celui qu'on appelle le PTSD, qu'on appelait avant le syndrome de la guerre du Golfe. C'est toute la médecine des vétérans, des militaires, qui nous a apporté des connaissances sur le sujet. Et le trouble de stress post-traumatique, il est intéressant, mais on n'en parle pas avant 1 mois d'exposition. Donc attention, on peut être plein de réviviscences, de flashbacks, j'en parlerai tout à l'heure. Si on n'a pas 1 mois de délai qui s'est écoulé, on ne peut pas supposer une chronicité du trouble, et c'est encore intéressant de mettre en place des soins. Et puis, petite parenthèse, évidemment, on entend beaucoup parler donc, le PTSD, qu'on appellera ici le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, mais c'est une des organisations pathologiques caricaturales après un événement traumatique, mais il y en a plein d'autres. On peut faire des dépressions post-traumatiques, on peut faire des troubles anxieux post-traumatiques, on peut avoir des addictions post-traumatiques, on peut développer des somatisations, des troubles physiques dans son corps post-traumatique, etc., etc., etc. Évidemment, la psychotraumatologie ne se limite pas aux troubles de stress post-traumatique, même si c'est une des conséquences les plus étudiées. Alors je dis un mot sur la dissociation, parce que je reviens les premières heures après l'événement. Quand j'étais... je suis pédiatre de formation, mais j'ai fait un internat de pédiatrie, mais j'ai fait 6 mois de psychiatrie adulte avant de faire de la pédopsie, parce que ça faisait partie de la maquette, et on m'a envoyé dans un hôpital pavillonnaire dans le Var, à Pierrefeu du Var, pour découvrir une unité médico-légale. Et je m'occupais de patients très très sévères. Et on a malheureusement une des patientes qui, lors d'une sortie du service, s'est précipitée à Cuers sous un train. Et il y a eu plusieurs témoins de cet accident. Et moi, je me rappelle, c'est qu'un des témoins m'avait raconté la chose suivante, m'avait dit, voilà, je me rappelle d'avoir vu... je me suis détaché de mon corps et je me suis vu d'en haut. Et je me suis tellement vu d'en haut que j'ai vu des inscriptions sur le toit du train. Je suis sûr que c'est ce que j'ai vu. Je dis non, là, je pense que c'est spéculatif, je pense que c'est pas possible. Mais elle a vu les choses avec un détail, donc elle avait qu'une idée, c'était de voir au-dessus des trains SNCF si ce qu'elle avait vu était vrai.
Et bon, je ne sais pas si c'était le cas. Néanmoins, quand vous avez un événement qui est particulièrement difficile et que vous l'observez, vous pouvez vivre ces deux phénomènes qu'on appelle la dissociation, qui sont la déréalisation et la dépersonnalisation. Et donc ça, finalement, c'est ce sentiment d'irréalité. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les patients? Ils nous disent, j'ai perdu le fil, j'étais en pilote automatique, j'ai perdu la notion du temps, j'avais l'impression d'être dans un rêve, j'ai senti que la réalité était déformée, la réalité était visqueuse, la réalité était très fluide. Voilà, c'est le sentiment d'être désorienté et confus. Et ça, c'est important parce que les personnes dans cet état-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une dissociation, ça risque d'être de mauvais pronostics. Il faut les repérer, ces gens-là. Et tout l'enjeu maintenant des interventions en psychotraumatologie d'urgence, comme les CUMP, vous avez peut-être entendu parler, les cellules d'urgence médico-psychologique, ou alors les premiers soins en santé mentale, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, mais c'est finalement que tout le monde soit capable de repérer les gens qui sont dans cet état après un psychotrauma. Les repérer et les réancrer dans la réalité, les refaire atterrir, les deux pieds sur terre, les réchauffer, leur proposer à boire, leur dire voilà quel jour on est, où vous habitez, qui va venir vous chercher, réancrer les gens dans la réalité, parce que plus longtemps dure cette réaction dissociative, moins bon est le pronostic, et plus important est le risque de développer des complications psychotraumatologiques. Alors, pour reparler un petit peu de la temporalité, pour l'illustrer, vous êtes exposé à la situation psychotraumatique. Alors on a pris l'exemple du trauma simple, rappelez-vous, le trauma de type 1, l'accident de train, l'accident de voiture, l'attentat, l'accident d'avion, etc. Vous avez bien compris que pour la maltraitance répétée, pour le harcèlement, pour l'inceste, on ne sait pas où on met le traumatisme, puisqu'il a lieu souvent, ou fréquemment. C'est autre chose, on en parlera juste après. Et donc vous êtes exposé à un événement, c'est l'étoile, le traumatisme. Vous avez dans les 72 premières heures votre réaction de stress immédiate, où vous allez fight, flight ou freeze, en fonction de comment vous répondez. Derrière ça, dans les 3 premiers jours, vous allez développer ou pas un état de stress aigu, et c'est qu'au bout d'un mois que vous êtes candidat à un trouble de stress post-traumatique qui, lui, peut évoluer toute la vie, si on ne le soigne pas. Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est quoi? C'est quelque chose de très caractérisé, très bien étudié, avec une bonne validité sur le plan neurobiologique et physiologique, qui est très expliqué. Et finalement, c'est 4 grands syndromes. Et ces 4 grands syndromes, c'est assez connu, c'est quelque chose qui est assez connu, mais si on le détaille très rapidement, d'abord, moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le syndrome de répétition. Le syndrome de répétition, ça va être je revis l'expérience, c'est la reviviscence. Ou alors j'ai des flashbacks. Les flashbacks, c'est la pellicule, c'est le film. Je revois exactement ça. Attention à tous les psychiatres en herbe à ne pas confondre des flashbacks avec des hallucinations. Ce n'est pas la même expérience, pas la même chose, même si ça peut y ressembler. Et puis ça peut être aussi des cauchemars traumatiques. Et ça c'est intéressant parce que quand un enfant hurle la nuit, et qu'on étudie un petit peu avec plus de précision, il y a un truc tout simple, savoir même les enfants tout petits, si l'enfant retourne volontiers se coucher le lendemain, ce n'était pas des cauchemars, c'était des terreurs nocturnes, ça ne rappelle pas. Ça c'est autre chose. Voilà. Dans le cauchemar, on a peur de retourner se coucher le lendemain parce qu'on a peur de refaire les cauchemars. Et dans les cauchemars traumatiques, on rêve le même contenu, ce qui revient en boucle. Alors qu'un enfant qui aurait un trouble anxieux spécifique va plutôt faire des rêves qui peuvent être péjoratifs, qui peuvent être inquiétants, morbides, mais c'est un contenu aléatoire. Le cauchemar traumatique, c'est je revis en flashback la scène traumatique à l'identique toutes les nuits. Et ça, c'est un cauchemar traumatique. Alors, il y a des procédures psychothérapiques pour ça. Il y a une psychothérapie qui s'appelle la RIM. C'est les collègues de Strasbourg qui font ça, mais on le fait aussi. Il y a même des médicaments pour les cauchemars traumatiques, mais enfin, c'est une parenthèse. Ça, c'est bien pour les enfants qui sont verbaux, ceux qui sont capables de parler. Les enfants préverbaux avant 3 ans, ou les enfants qui ont des déficiences ou qui ont des pathologies qui font qu'ils sont non-verbaux, il va falloir aller chercher la répétition ailleurs. Et là, aller chercher la répétition ailleurs, ça va être par exemple dans la façon de dessiner, le dessin traumatique. Ça peut être dans le jeu traumatique. Je donne un exemple, un petit qu'on voyait après l'attentat, qui pendant plusieurs années de thérapie n'avait de cesse que de mettre tous les Playmobil par terre. Il les faisait tomber systématiquement parce qu'en fait il était dans les bras de son parent qui cherchait son épouse, et le papa est passé sur toutes les personnes décédées et a levé les draps pour rechercher son épouse et a été exposé, puis finalement elle était en vie, un peu plus loin, et avec le petit dans les bras. Et donc le petit il a été exposé à ça, et donc il a eu un jeu traumatique pendant très longtemps. Il couchait tous les personnages, jusqu'à pouvoir arriver, avec la thérapie, à garder des Playmobil debout et à plus être dans le jeu traumatique. Bon, je vais peut-être arrêter là pour les exemples. Au niveau de l'évitement, c'est un mécanisme intéressant, l'évitement, et ça on peut l'investiguer assez facilement. L'évitement, c'est quoi? C'est « je ne veux plus aller sur la promenade des Anglais ».
Ça s'est passé sur la prom, ça fait 8 ans que je ne mets plus un pied sur la prom. Je me débrouille, je passe ailleurs, etc. Ça, c'est l'évitement de la situation. Là aussi, on le travaille et on peut lutter contre ça. Mais il y a des évitements qui sont plus compliqués. Quand c'est un évitement du discours, je ne veux pas qu'on m'en parle. Donc, je ne veux pas aller voir de psychologue. Je ne veux pas aller voir de psychiatre, je ne veux pas en parler. Cet évitement-là, il est compliqué parce qu'il peut limiter les soins. Et puis, il y a un évitement qui est encore plus difficile, c'est l'évitement des pensées. Je ne m'autorise même pas à y penser. Et ça, comment on fait pour ne pas y penser? C'est le fameux « ne pense pas à un singe ». Voilà. Donc, ne pas penser à quelque chose, c'est très difficile. Et donc là, c'est la porte ouverte, surtout à l'adolescence, à toutes les stratégies d'automédication pour arrêter de penser. Et les adolescents, quand ils s'automédiquent, ben c'est souvent avec des toxiques, des drogues, de l'alcool, etc. Toutes ces substances qui vont temporairement avoir un effet anxiolytique acceptable pour eux, même si derrière, évidemment, l'impact sanitaire d'une consommation de drogue ou d'un alcoolisme est évidemment très embêtante. Après, bon, rapidement, il y a tout ce qui est hyperactivation neurovégétative, ça c'est vraiment le corps qui parle, donc c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, quand on a des patients hypervigilants, ben, c'est des gens qui rentrent dans le bureau de consultation, on ferme la porte, et au moment où la porte se ferme, ils sursautent. Il y a le téléphone qui sonne, ils sursautent. Voilà, c'est des gens qui sont toujours dans l'idée qu'une menace plane, et donc il faut pouvoir réagir un peu rapidement. Tout ça s'explique très bien hein, sur le plan neurobiologique. Et puis, on a les altérations négatives des cognitions et de l'humeur, donc on a des gens qui vont en fait éprouver un monde dangereux permanent et qui vont émettre des hypothèses qui peuvent avoir l'air un peu farfelues, mais pour essayer d'expliquer pourquoi les événements ont eu lieu. Et dans la reconstruction et dans la quête de donner du sens, dans certaines distorsions cognitives, elles peuvent être prises à tort, là encore, par les psychiatres, pour des mécanismes délirants ou qui relèvent du champ de la psychose. Et donc il faut faire attention à tous les diagnostics de troubles de stress post-traumatique qui ne sont pas posés chez des personnes qui sont étiquetées troubles psychotiques. On ne les soigne pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes psychothérapies, ce n'est pas les mêmes traitements. Même si évidemment les deux conditions peuvent être associées. Hein. Voilà, les choses sont parfois complexes. Alors j'avance un peu. Là, les particularités chez l'enfant, je vous l'ai dit. Un seul message, c'est que le jeune âge n'est pas protecteur. Un enfant de 0 à 3 ans, ça on l'a montré pour la tempête Alex, hein, c'est des choses qui sont publiées, a autant d'expressions de détresse que les enfants plus grands. Simplement, l'expression elle est différente. Il faut avoir un autre décodeur. Il faut pouvoir les lire différemment, c'est tout. Quand on pense que les enfants petits sont protégés de l'exposition au psychotraumatisme, ça renvoie aux théories sur la douleur où on pensait il y a quelques décennies que les enfants n'avaient pas mal et qu'ils ne devaient pas bénéficier de procédures d'anesthésie pour les gestes invasifs. Voilà, on sait maintenant que les enfants ils ressentent la douleur, mais ils ressentent aussi l'angoisse liée aux situations traumatiques. Alors on revient sur notre séparation un peu caricaturale, trauma simple, trauma complexe. On a parlé des traumas simples et maintenant je voudrais dire un mot des traumatisations complexes. Alors la traumatisation complexe, c'est quoi finalement? Ça serait finalement des expériences interpersonnelles, donc qui impliquent d'autres personnes et qui impliquent souvent un sentiment d'avoir été trahi, qui sont répétées et prolongées dans le temps avec un tort direct, avec différentes formes d'abus psychologiques, émotionnels, physiques ou sexuels. Alors, je fais une parenthèse parce que quand j'interviens avec des associations de victimes de violences sexuelles, quand j'emploie le mot abus, je me prends une tomate chaque fois, parce que le mot abus voudrait renvoyer au fait qu'à petite dose c'est acceptable et à grande dose ça devient un abus. Évidemment, les violences sexuelles sont inacceptables même à petite dose. Donc le mot abus, effectivement, n'est pas trop employé, mais vous voyez, il traîne encore dans les articles et dans les manuels, donc parlons plutôt de violences sexuelles. C'est un peu la même idée que pour les pédophiles, qu'on préférera nommer les pédocriminels. C'est ce genre de choses. Et pour les victimes, les mots sont importants. Alors, il y a un concept important, c'est le concept d'ACE ou d'ACE, les ACEs, qui sont les événements négatifs de l'enfance. Et ça, c'est une espèce d'épidémie cachée, c'est une littérature qui est vraiment très très bien documentée, énormément de travaux scientifiques, et ça relève des traumatismes complexes, et ça relève des traumatismes de type 2 et 3. Et ça, c'est quoi? C'est toutes les façons d'être, quand on est enfant, abusé, donc vous voyez les abus physiques. Enfin, abus, ça vient d'abuse, mais vous avez compris qu'il ne faut pas dire abus. Donc quand je dis abus, vous me corrigez, vous dites qu'il ne faut pas dire abus. Donc toutes les violences physiques, les violences émotionnelles et les violences sexuelles. Les négligences aussi, c'est beaucoup plus difficile à voir les négligences, parce que les négligences, c'est des choses qui devraient être présentes dans l'enfance, mais qui ne sont pas présentes. Donc les négligences physiques et les négligences émotionnelles, à quantité élevée. C'est des mamans qui viennent me voir en me disant hier, il voulait que je joue avec lui à je ne sais pas quoi, j'étais pas disponible, je l'ai négligé. Je dis, non, on va remettre les choses à leur place. Les négligences, c'est des négligences qui sont très graves. C'est négliger de manger pendant plusieurs jours, c'est négliger d'aller à l'école alors que c'est obligatoire. Évidemment, il y a un curseur pour toutes les négligences, mais voilà.
Et puis c'est toutes les dysfonctions du foyer qui peuvent être les troubles mentaux non pris en charge, parce que quand ils sont pris en charge, ils n'impactent pas les familles, mais les troubles mentaux des parents non pris en charge, les parents incarcérés, qui sont tout un pan important aussi, les violences envers la maman qui peuvent des fois commencer depuis la grossesse, et même avant, les toxicomanies parentales, et les divorces. On parle aussi des divorces conflictuels et compliqués. Hein, voilà, évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les divorces sont quand même monnaie courante, représentent un événement négatif de l'enfance, mais évidemment qu'il y a des divorces plus compliqués que d'autres. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là. Et en fait, tout part dans les années 90 du professeur Vincent Felitti, qui est un prof de santé publique américain, et qui a fait une grosse étude, et depuis ça a été répliqué, hein, énormément de travaux sur le sujet, et qui a montré qu'en fait, quand on vivait ces événements négatifs de l'enfance, donc les violences physiques et les violences sexuelles au premier plan, ben, il y avait une relation dose-effet avec les différents problèmes de santé. Et les différents problèmes de santé, ben, ils sont non négligeables. Et ce que je vais vous dire là, je mets une petite parenthèse méthodologique, c'est pas une causalité qui est démontrée. C'est un lien statistique. On ne sait pas pourquoi les événements négatifs de l'enfance amènent à plus de diabète ou d'obésité. Voilà. Mais le lien statistique, il est prouvé. Après, la causalité, elle est complexe. Hein, donc j'ai mis une petite parenthèse parce que ça, c'est très important de ne pas entendre ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une quantité de conditions, un alcoolisme, une toxicomanie, ben, qui sera statistiquement plus fréquente chez les gens qui ont vécu plus d'événements négatifs de l'enfance. Et ça, maintenant, ça bénéficie de niveaux de preuves qui sont assez élevés. Et donc, c'est quoi le trauma complexe pour résumer? Ben, si vous avez un enfant face à vous qui dit grosso modo « je suis nul, le monde est dangereux », ben, il est probable qu'effectivement sa vision des choses relève d'une traumatisation complexe. Et alors, quand c'est répété, quand c'est permanent et qu'il y en a une conviction profonde et une détresse, un enfant qui dira « je suis nul » de manière isolée parce qu'il a eu une mauvaise note, ça ne relève pas de ce que je suis en train de vous dire. Mais un enfant qui est profondément convaincu que le monde est dangereux, qui ne sort pas de chez lui pour cette raison-là, et qui est profondément convaincu qu'il est nul, ben c'est souvent cette vision du monde, hein, c'est la vision qu'ont les enfants psychotraumatisés. Et là, c'est un peu compliqué, parce que tout à l'heure, je vous ai montré le trouble de stress post-traumatique, le PTSD. Hein, on a vu le carré symptomatique, vous vous rappelez, le syndrome de répétition, l'évitement, l'hyperactivation neurovégétative et les altérations cognitives et de l'humeur. Ben là, on a des enfants qui ont des TSPT, mais qui en plus, dans ces traumatisations complexes et répétées, développent une image dégradée de soi-même, des difficultés à maintenir leurs relations stables et des difficultés à gérer leurs émotions. Et ça, finalement, ben, en psychiatrie, on a appelé ça de plein de manières avant. On a appelé ça trouble borderline de la personnalité, on a appelé ça... Il y a eu plein de façons de le nommer. Ça existe, hein, les troubles borderline de la personnalité. Mais je pense qu'il y a eu un amalgame très important de gens qui étaient en fait des gens qui avaient des traumatismes complexes, et dont on n'avait pas mesuré que le noyau psychotraumatique était responsable de la symptomatologie qui s'était greffée autour. Voilà, donc la psychotraumatologie introduit quand même en psychiatrie une lecture qui est assez intéressante, d'autant qu'elle dispose de réponses qui y sont associées. Alors pour aller un peu plus loin, le traumatisme complexe, je suis particulièrement attaché à la notion de Bessel van der Kolk, qui est professeur de psychiatrie à Harvard, qui développe depuis plusieurs années des travaux autour de ce qu'on appelle le trauma développemental. Et en fait, le trauma développemental, c'est quoi? Ben, c'est la traumatisation complexe des enfants petits en plein développement. Et ça, c'est intéressant puisque c'est des choses qu'on va pouvoir détecter même à l'adolescence. On va pouvoir détecter l'impact sur le développement du psychotraumatisme complexe. Donc c'est cette notion qu'on appelle le trauma développemental. À ce jour, ce n'est pas encore introduit dans les classifications internationales, même si le corpus de publications scientifiques et de connaissances s'étoffe et que les différents groupes de travail des sociétés savantes sur le psychotraumatisme font que probablement c'est des choses qui devraient rentrer dans les nouvelles classifications, en particulier le DSM-6. Alors, je voulais dire un tout petit mot, mais rapide, de lien entre le psychotraumatisme et les troubles du neurodéveloppement, parce que la situation n'est pas tout le temps caricaturale. Ce n'est pas tout le temps un enfant qui a un parfait développement, avec des parents qui ont entraîné un attachement sécure. Oui, pardon. 5 minutes? Bon, j'avance alors. D'accord, je parle beaucoup. Alors, de temps en temps, les enfants ont un trouble du neurodéveloppement antérieur, alors que ça soit un trouble du développement d'intelligence, un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme ou des apprentissages. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est ça. Ça, c'est les travaux de Natasha Godbout au Canada, qui sont assez intéressants. C'est que finalement, les traumatismes interpersonnels subis dans l'enfance induisent des problèmes cognitifs et d'apprentissage.
de manière bidirectionnelle. C'est-à-dire que les enfants qui ont un TND sont plus souvent psychotraumatisés. Je prends un exemple tout bête pour comprendre. Un enfant avec un TDAH non traité va s'accidenter plus facilement qu'un enfant qui n'en a pas un. Ça, c'est l'accidentologie du quotidien. Mais c'est un exemple tout bête pour montrer. Un enfant avec un TSA va être plus stigmatisé et plus victime de harcèlement qu'un enfant qui n'en a pas, etc. Donc vous voyez des exemples tout bêtes. Et à l'inverse, des enfants qui vivent des événements psychotraumatiques vont avoir un impact sur leur trajectoire développementale. Donc c'est vraiment l'idée que c'est bidirectionnel. Donc j'aurais voulu détailler tout ça, mais vous me faites confiance. Et donc ce qui est important, je pense, à l'heure actuelle, c'est de pouvoir quand même, sur les manifestations de dysrégulation émotionnelle, l'enfant en colère, l'enfant difficile, l'enfant trouble oppositionnel avec provocation, l'enfant défiant, l'enfant, etc., d'arriver à lire chez cet enfant-là la détresse potentielle. Voilà. Et ça, cette lecture-là, elle est quand même plus résiliente et elle permet de faire alliance avec les familles face aux difficultés de l'enfant, plutôt que d'acculer l'enfant caractériel ou tempéramental. Hein, ça, c'est des lectures qui sont, à mon avis, rétrogrades. Alors, j'avance un petit peu, parce que je vais vous dire en 5 minutes un mot de prise en charge. Ça sera assez rapide, mais je veux quand même vous le dire. La prise en charge, elle ne dépend pas du médecin, elle ne dépend pas du psychologue, elle dépend de tout ça. Elle dépend bien entendu de l'alliance avec l'école, elle dépend des structures de soins, qu'elles soient hospitalières ou publiques, elle dépend du tissu associatif, elle dépend de fonctions instinctuelles aussi importantes que le sommeil à rétablir, et il y a un certain nombre de professionnels. Voilà, donc quand on est face à ces situations, c'est vraiment une constellation de prise en charge qui est importante. Et à l'heure actuelle, sur les centres experts du psychotrauma de l'enfant, donc comme celui dont je m'occupe à Lanval, on a vraiment ce type d'approche qui est une approche globale et qui s'appuie sur un tissu de compétences et pas uniquement sur une action médico-psychologique. Hein. Donc je n'ai pas trop le temps de détailler les différents types de psychothérapie, mais je veux quand même dire un mot de trois psychothérapies qui me semblent importantes et qui sont spécifiques et qui existent chez l'enfant petit. Je vous donne un exemple avec les thérapies cognitives et comportementales. On est en train de tester dans le service, avec 2 doctorantes de psycho, des thérapies cognitivo-comportementales donc importées des États-Unis et de l'équipe de Scheringa chez les enfants de 3 à 6 ans. Pour vous donner une idée, on a un protocole actuellement. Le recrutement est ouvert, hein, donc on essaie de travailler ça avec les urgences pédiatriques par exemple. Tout enfant qui est exposé à un psychotraumatisme type une brûlure accidentelle, un accident de la voie publique, une morsure de chien, entre 3 et 6 ans, peut bénéficier de ce protocole-là. Il suffit de venir taper à la porte du CE2P, je vous mettrai les coordonnées. Et les gens peuvent aussi bénéficier de ces mêmes soins s'ils refusent de participer à l'étude. C'est une précision quand même évidente, mais en fait je me rends compte que ça n'est pas tant que ça. Donc c'est quoi les TCC? Alors, les thérapies cognitivo-comportementales, moi je suis médecin pédopsychiatre, je connais la théorie, je travaille avec les psychologues qui l'appliquent, je n'en fais pas passer moi, donc je ne vais pas vous expliquer ça dans le détail, mais simplement pour vous dire que tout commence au départ par la mise en sécurité, par la lutte contre l'anxiété, par la réduction des symptômes, et ensuite on va pouvoir travailler par différents mécanismes, à la fois sur l'exposition, aider la personne à se confronter à ce qu'elle a vécu pour lutter contre l'évitement, et à la fois pour lutter contre les pensées dysfonctionnelles. Ça marche d'autant mieux que l'enfant est bien équipé sur le plan cognitif, mais on peut l'en faire aussi même si ce n'est pas le cas, et c'est des choses qui sont validées scientifiquement et qui marchent très bien. La thérapie d'expo, j'en parlerai pas, je veux dire un mot de MDR, parce qu'on me demande souvent si on peut faire de l'EMDR et chez qui. Et alors, le MDR, il faut que vous sachiez quand même que c'est une vieille histoire. C'est 1985, si je ne dis pas de bêtises, la découverte, et c'est quelque chose qui maintenant bénéficie d'une quantité de travaux assez importante, si bien que le MDR est recommandé par beaucoup de sociétés savantes. Et en fait, le MDR, c'est quoi? Finalement, c'est utiliser les stimulations bilatérales alternées. Alors, on connaît bien le mouvement oculaire, parce que c'est ce qui est le plus impressionnant, mais ça peut être aussi des stimulations auditives, ça peut être aussi des mouvements tactiles, le papillon, et ça notamment pour les mères avec leur bébé. Le papillon, c'est un truc qui marche très très bien. Et en fait, c'est quoi? On ne sait pas faire disparaître le souvenir, parce que ça n'existe pas, à mon avis, c'est de la science-fiction. Par contre, ce qu'on peut être amené à faire, en retraitant l'information par des mécanismes que j'ai évidemment pas le temps de détailler, en fait, on va soustraire au souvenir la charge émotionnelle négative qui est associée. Et donc c'est d'une efficacité qui est assez redoutable, et c'est pas qu'empirique, hein, il y a quand même des preuves qui s'accumulent. Et finalement, c'est permettre à la personne, aux enfants y compris, quand ils se réévoquent le souvenir douloureux, l'attentat, l'accident de voiture, etc., de ne plus avoir les émotions négatives associées, la peur, le mal au ventre, la culpabilité, le cœur qui bat vite, etc. Et donc finalement, le souvenir y reste,
mais on a un petit peu, de manière encore très caricaturale, mes collègues neuropsy me pardonneront, l'idée que la mémoire traumatique qui active très fortement la sphère émotionnelle, on va se retrouver dans une mémoire qui est plus sympa, plus rangée, plus autobiographique. Évidemment, la mémoire, elle est toujours là, mais elle n'entraînera pas les décharges émotionnelles négatives. Et ça, c'est le principe de l'EMDR, et c'est assez efficace et intéressant. Pour ceux qui ne me croient pas que c'est recommandé, j'ai mis les recommandations de notre haute autorité de la santé. Alors, on travaille sur les recommandations 2025, là, mais le groupe de travail a pris un peu de retard, donc on se base encore sur des vieilles recommandations. Nos collègues de Phoenix, par exemple en Australie, alors Nice, c'est pas Nice, c'est NICE, c'est les Britanniques, en 2018, ou les groupes internationaux américains, vous voyez que l'EMDR, elle est recommandée de la même manière que les thérapies cognitivo-comportementales. Je terminerai en disant comment on soigne ça avec des médicaments. Aucun traitement n'est validé chez l'enfant pour le trouble de stress aigu, aucun médicament n'est recommandé. Donc c'est pas la peine de sortir les atarax, les benzodiazépines ou autres anxiolytiques, etc. Il n'y en a pas. Et de manière extrêmement ponctuelle, certains antidépresseurs peuvent être utilisés, mais en deuxième intention. En gros, le message, c'est que les médicaments, il n'y en a pas. C'est expérimental. Les bêta-bloquants, c'est expérimental. Les psychodysleptiques pour assister les psychothérapies, chez les vétérans, est expérimental. Pour l'instant, tout ça est expérimental. Il n'y a pas de médicaments vraiment pour soigner le TSPT chez les enfants. On n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc c'est psychothérapie d'abord. Et donc, un dernier mot, on parle souvent des événements négatifs de l'enfance, et comme étant délétères, et malheureusement on a des preuves statistiques, mais on oublie que les événements positifs de l'enfance peuvent agir aussi beaucoup mieux que des médicaments ou des psychothérapies, et que donc aider les familles à se reconnecter à leur propre famille, à leur communauté, à un tissu social, à un tissu associatif, pour reprendre du plaisir partagé ensemble et revivre des événements positifs, ça fonctionne de la même manière. Et ça, c'est un automédicament, et il faut le prescrire à volonté, et aider les gens à prescrire ça. Et donc, un dernier point, c'est quand on reçoit quelqu'un qui vous dit qu'il se sent en danger, y compris un enfant, et par exemple quand c'est à l'école, évitez de lui dire que c'est dans sa tête, parce qu'en réalité, souvent, quand la personne se sent en danger, que ce soit subjectif ou objectif, parfois le danger, il est réellement présent, c'est juste qu'on ne le voit pas. N'hésitez pas à aller consulter les ressources nationales du CN2R, dans le réseau national auquel on fait partie, sur cn2r.fr, en cas de situation de deuil de l'enfant, comment expliquer la mort à un enfant, le psychotraumatisme, etc. C'est des ressources qui sont validées scientifiquement, qui sont très bien faites. Et puis si vous avez un enfant suspect qui pourrait bénéficier d'une prise en charge en psychotraumatologie, pas hésiter à nous faire un mail à ce2p@hpu.lenval.com. C'est moi qui coordonne l'équipe, dirigée par Florence Askenazi. On a une équipe complète à disposition et on reçoit, chose rare en pédopsychiatrie, les familles qui le nécessitent dans les jours qui suivent la demande quand c'est nécessaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je réponds à vos questions.